Salut, c'est Estelle et Jérôme. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on a une annonce un peu breaking news à vous faire. On va vous expliquer pourquoi on vend Grand Tour et surtout pourquoi on arrête la navigation. Allez. Il y a du boulot, on va vous raconter. Mais en préambule à toute cette histoire qu'on va vous raconter, ça nous est complètement personnel. Donc on veut surtout pas de commentaires négatifs, parce que là on les supprimera immédiatement. Donc c'est notre ressenti, il n'est pas partagé par tous. Il ne faut pas que ça vous influence dans un sens comme dans un autre. Chacun vit son histoire différemment. Là c'est la nôtre qu'on vous raconte depuis plus d'1 an maintenant. Et c'est la nôtre, encore une fois, à laquelle on a décidé de mettre fin. Et on va vous expliquer pourquoi. C'est notre décision et on est très content. Oui, on va commencer une nouvelle aventure différente. Mais on n'a aucun regret, on est super content d'arrêter pour faire autre chose. On a vécu notre aventure à fond et on vous le souhaite à tous. Ouais, allez, on vous raconte plein de choses maintenant, c'est parti. On vous dit tout. On vous dit tout. On vous dit tout. Allez, on vous dit tout. Allez, on vous dit tout. Donc en fait, vous avez compris, Grand Tour est à vendre. Donc il est pour vous. C'est un bateau qui est complètement prêt. Là, je pense qu'il n'a jamais été aussi prêt qu'il est prêt aujourd'hui. Hein. Le carénage est fait. Il n'y a aucun problème dessus. Il a été super entretenu. Donc nous, ce qu'on propose, c'est aussi un accompagnement. Si vous êtes intéressé, au mois de décembre, on peut rester avec vous pendant 2 semaines, histoire de faire une passation du bateau, de naviguer ensemble, de vous expliquer tout de A à Z, de faire l'entretien ensemble sur les petites choses qu'il y a à faire. On sera en Martinique, donc on peut se rencontrer assez facilement. Et comme on veut le vendre vite, on va faire un prix assez canon. Alors on vous attend, n'hésitez pas, on remettra dans la description ci-dessous notre email, donc n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Et surtout, ça va venir vite décembre, hein, parce que on fait notre annonce un petit peu tard, on a quand même pas mal hésité à vous le dire, en fait, qu'on arrêtait. Parce qu'en fait, nous, on a pris la décision cet été, quand on est rentré, dormir dans un lit normal. Et ben voilà, je crois qu'on a plein de choses à vous dire. Alors, on a pris quelques petites notes, parce que c'est assez dense, hein, toute cette histoire. On va vous raconter chronologiquement, en fait, pourquoi et comment on en est arrivé à cette décision, et puis ensuite un peu thématiquement tout ce qui nous a fait changer d'avis. Mais bon, on recommence quand même au début en disant que cette aventure, c'est une aventure qu'il faut absolument faire à 200%. On n'a aucun regret d'avoir abandonné nos boulots, notre maison, et on a vécu quelque chose de fabuleux. On a fait des rencontres extraordinaires, donc si c'est votre rêve aussi, allez-y, faites-le. Nous, on va juste vous donner nos raisons, mais peut-être que pour vous, ce sera différent. Chacun vit les choses différemment. Donc encore une fois, c'est notre histoire, notre décision, mais que ça ne vous influence pas, surtout si vous avez le projet de faire ça. On a essayé de scinder en plusieurs thèmes pour pouvoir vraiment tout expliquer. Donc en fait, je pense que tout a commencé assez tôt. Déjà, avant même notre sortie de la Méditerranée, on a eu des navigations très compliquées. En fait, à partir des Baléares, ça a commencé à se gâter. Alors, c'est peut-être parce que c'était une année à El Niño qui était compliquée au niveau de la météo, mais on a eu des naves très dures, très désagréables, qu'on n'a pas du tout appréciées. Hein. Baléares, Gibraltar, ça a été super dur. La traversée de Gibraltar avec les orques, ça nous a un peu traumatisés. Je pense que vous vous êtes rendu compte quand même dans les vidéos qu'on a fait. Je ne sais pas si c'était vraiment visible, mais si vous regardez, tous les indices étaient quand même déjà là. Et c'est vrai que c'était pas la bonne année, peut-être, parce que la météo, elle est quand même radicalement en train de changer. Je pense que tout ça, ça joue aussi sur cette décision. Oui, c'est-à-dire que les modèles météo ne sont plus fiables aujourd'hui. Beryl a été très mal prédite. En Méditerranée, on s'est retrouvé à 2 jours à avoir un vent d'Est sur une prévision GFS, un vent d'Ouest sur SMWF. Bref, très compliqué de partir sur des bases saines.
Donc en fait, Canaries-Cap-Vert, ça a été dur aussi. La Transat, il y a une semaine qui a été pas mal et la deuxième semaine a été vraiment super difficile. On a eu 3 fronts, on a dû faire du sud, du nord, etc. Enfin, en fait, quand on est arrivé en Martinique, alors il y a la joie immense d'arriver, hein, qui est à la hauteur en fait de la difficulté. Hein, donc vraiment, ça a été super dur. Donc la joie d'arriver a été un moment dont on se souviendra toute notre vie. Mais arriver en Martinique, on s'est dit clairement, on n'a pas envie de faire la Transpacifique. Et à partir de là, notre projet de tour du monde avait pris un peu de plomb dans l'aile. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on traîne ad vitam aeternam dans les Caraïbes? Est-ce qu'on fait la Transat retour? Non, on n'avait pas envie de faire la Transat retour. Moi, j'avais pas envie de repasser par les orques. Et à partir de là, ça a commencé un peu à cogiter. Et on s'est rendu compte aussi d'un truc, c'est que notre truc à nous, c'est pas les longues naves. Voilà. Il y a des marins qui adorent ça. Nous. Après, il y a plein de gens qui ont fait, on en connaît plein, hein, qui ont fait des transats magnifiques. Nous, c'était pas magnifique. C'est une transat qui a été décalée. On a eu des problèmes techniques. On arrive aux marins, on a nos galopants qui sont explosés. On a failli démater. Donc on se rend compte de toutes ces choses, ouais. Et c'est pas simple. En plus, on arrive aux marins, la météo elle a été exécrable pendant on va dire 15 jours, 3 semaines, alors que d'habitude quand tu arrives en janvier, il fait beau, il fait super beau. Donc voilà, c'était pas que de la joie. Voilà. Et à partir du moment où on s'est rendu compte que on prenait pas de plaisir à faire de longues navigations, ça met un peu le frein sur un long voyage, quoi. Donc à partir de là, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, et on a commencé à réfléchir. Ça, je pense que c'était la petite graine qui s'est plantée dans notre cerveau. Et puis ensuite, là maintenant, on va vous raconter par thématique tout ce qu'on voit peut-être pas dans les vidéos. J'espère qu'on l'a montré quand même. Nous, on en a regardé plein des vidéos. Ouais. Pendant 10 ans avant de partir, on en a regardé plein. Et maintenant, ces mêmes vidéos, on les regarde avec un œil différent. En fait, les vidéos qui sont regardées, c'est souvent des vidéos où il y a plein de problèmes. Ouais. Et on se dit, ouais, il y a plein de problèmes. Et après, les gens, ils nous disent, ah ouais, vous nous faites rêver. Bah oui, mais non, vous ne faites pas que rêver. Il y a quand même plein de problèmes. Oui, mais nous, en fait, notre cerveau, il ne garde pas ça. Et tant mieux, hein, c'est l'être humain qui est bien fait. On garde que les bons souvenirs. Et quand on regardait les vidéos avant de Huma, Delos, par les Revival et Black Lion, en fait, on peut les regarder de 2 façons. Et je pense qu'avant de partir, c'est exactement ce que tu dis, nous, on regardait que les côtés super, les apéros, coucher de soleil, les dauphins, etc. Mais si on les regarde vraiment très objectivement, on verra qu'ils passent quand même leur temps, ces gens-là, dans la cale moteur ou à réparer des problèmes, quoi. Donc peut-être regarder les vidéos maintenant avec un œil un peu plus objectif et peut-être moins uniquement avec des œillères qui vont vous montrer que le bon côté. Un des thèmes qu'on voudra aborder, c'est le point 2. Insécurité permanente. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a quand même ressenti énormément. Donc on l'a déjà dit, hein, au niveau de la météo. Et il n'y a pas que la météo, c'est-à-dire qu'on s'est souvent retrouvé dans des situations où on part d'un endroit, on ne sait pas forcément où on va arriver, donc on a un plan A, un plan B. Et le plan A, c'est potentiellement un mouillage, une baie abritée. Donc des fois, on peut arriver dans cette baie qui est encombrée. Et le plan B, ça peut être un port ou autre. Et il se trouve que quand on a un catamaran ou même maintenant des monocoques, on n'est pas toujours accepté dans les ports. L'étape qu'on a eue à Ajaccio, pour moi, ça a été relativement traumatisant. Parce qu'en fait, on se retrouve avec une tempête à l'extérieur, 50 nœuds de vent, 5 mètres de vagues de Mistral dans la baie. Le seul endroit protégé, c'est Ajaccio. Et les ports nous refusent. Alors on a eu de la chance à ce moment-là, parce qu'on avait des copains sur place, ils nous ont dit de venir, etc. On y était à minuit en douce, quand les mecs du port étaient partis. À regarder cette vidéo, mais c'est hyper traumatisant en fait. On se dit, mais en fait, une fois qu'on part, on ne sait pas où on va, atterrir, quoi. On ne sait pas où on va atterrir, on ne sait pas où on va dormir, et potentiellement on est en danger. Il y a des bateaux qui passent et qui nous secouent aussi. Donc voilà, c'est cette insécurité de se dire peut-être que cette nuit je vais pas dormir ou je vais être dans la tempête, etc. Et c'est vrai que le problème des ports, il est assez récurrent. On a vachement de mal à trouver de la place. Ça sert à rien de réserver 3 mois à l'avance parce que où que ce soit, en Med ou ici dans les Caraïbes, les ports, je sais pas comment c'est géré, mais ils prennent pas les résas à l'avance. Ils disent non. Globalement très mal géré. Ouais. Ils disent non 3 mois à l'avance, on sait pas. Revenez une semaine avant ou revenez 3 jours avant. Puis 3 jours avant, ils disent non mais c'est trop tard, il y a plus de place. C'est un peu du copinage, etc. Donc il y a ce gros stress.
Et les places de port, bien entendu, hein, enfin vous avez vu, on fait quand même pas souvent du port. On en fait quand il y a de la mauvaise météo. Donc c'est des situations critiques. On a vraiment besoin d'un abri. Donc voilà. Il y a des réparations, ou des gens qui viennent nous voir. Voilà, ou besoin de faire un gros plein au supermarché, etc. Un gros nettoyage, de temps en temps, ça fait du bien d'être au port parce que on se retrouve dans un lieu aussi sécurisé. Ouais. Qui n'est pas le cas quand on est au mouillage. Au mouillage, il y a toujours un petit stress. D'aller mettre l'ancre. Est-ce que l'ancre elle va bien tenir? Est-ce que le vent va pas tourner? Donc il y a plein de paramètres. Est-ce qu'il n'y a pas un mec comme tout à l'heure, alors on l'a pas filmé, mais qui est venu mettre son ancre, mais à 10 mètres du bateau et qui était en monocoque en plus, donc les monocoques et les katas ne tournent pas de la même façon. Donc on est jamais en sécurité nulle part. Donc il y a toujours une charge mentale de se dire cette nuit je dors que d'une oreille. Moi j'avoue que depuis qu'on est parti, je dors que d'une oreille. C'est-à-dire que le moins de petits bruits, inconsciemment, je suis à l'affût, je me réveille, je me dis ah c'est pas normal, est-ce que quelqu'un monte sur le bateau? Parce qu'il y a aussi le problème de l'insécurité dans les Caraïbes. Alors on a eu de la chance, touchons du bois, en Méditerranée ou ailleurs aussi. Il y a des vols, il y a pas mal de choses. Voilà. On est sur un bateau en fait hyper vulnérable. On peut démarrer les moteurs, n'importe qui peut partir avec. La clé, c'est à peine une clé. Enfin. Sur les moteurs, on peut effectivement mettre le coupe-circuit, fermer à clé les coffres. Mais du coup, si tu fais ça et que ton bateau dérape, les bateaux copains qui sont à côté, ils doivent pas démarrer ton bateau, quoi. Voilà, il y a aussi l'insécurité par rapport au dinghy. Il y a beaucoup de mouillages où on a du mal à aller à terre parce qu'il n'y a pas forcément d'endroit pour mettre le dinghy ou alors l'endroit va pas être sécurisé. Dans les Caraïbes, il y a énormément de vols de dinghy, donc malgré la chaîne et le cadenas, et ben si on est parti pendant un peu longtemps, les mecs ils peuvent arriver avec des petites meuleuses et la voler. Donc énormément de paramètres. C'est pareil, le dinghy sur une plage déserte, s'il y a un petit peu de ressac, c'est difficile de venir avec le dinghy. Tu peux te faire renverser par les vagues, etc. Donc ça nous est arrivé d'être dans un mouillage et de pas aller à terre. Parce qu'à terre, c'est juste peu. Soit c'est que des rochers et du coup, tu peux pas atterrir, sauf à la nage. Soit c'est une plage et tu peux pas atterrir non plus parce que les arbres sont trop loin pour accrocher ton dinghy et autres. Où il y a trop de vagues. Il y a trop de vagues, voilà. Enfin, plein de complexité quand même. Il y a en permanence cette insécurité à gérer qui fait que c'est un stress et une fatigue constante. Alors certains qui naviguent depuis longtemps ont réussi à gérer ce stress par l'habitude en fait, mais ils ont forcément aussi ce stress-là. Alors autre thème important, c'est finalement la notion relative de liberté qu'on associe au grand voyage en bateau. Tout le monde a cette vision idyllique du départ en bateau, de larguer les amarres, d'être libre, d'aller où tu veux. Faire le tour du monde, braver les océans, etc. Alors, on l'a vu que la notion de liberté, elle n'est pas complète. On l'a vu dans le premier point à cause de la météo, qui fait qu'on peut pas aller n'importe où quand on veut, à cause des ports qui nous refusent une fois sur deux. Mais il y a aussi quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, qu'on n'avait pas imaginé, c'est le fait qu'on se retrouve un peu esclave de son bateau. Pour plein de raisons. Déjà parce que quand on est quelque part, on peut pas le laisser. Bon, par exemple, on se met au mouillage dans un bel endroit et l'intérêt du grand voyage aussi, c'est d'aller visiter. Et on peut pas se dire, on laisse le bateau au mouillage, on va à terre pendant 3-4 jours, on loue une voiture et on se balade. Enfin, il y en a qui le font. Encore une fois, il y en a qui le font. Mais nous, il y a des gens qui se mettent au marin dans la baie de Sainte-Anne, ils mettent leur bateau à l'ancre. Ils reprennent l'avion. Ils prennent une personne, ils vont 15 jours. Ou ils rentrent en métropole, etc. En France Mais nous, on se sent pas de laisser le bateau et de partir longtemps à terre. Alors on laisse l'alarme de mouillage, ça nous stresse, etc. Donc on est un peu esclave de cette petite île flottante qui est toute notre vie. On a tout dessus, donc on peut pas le laisser comme ça. Donc il y a ça, cette impossibilité finalement de visiter un peu en profondeur. Parce que le but du voyage, c'est quand même de visiter et de profiter. Donc si c'est juste pour rester tout le temps sur ton bateau, effectivement, c'est possible. Mais finalement, tu fais pas grand-chose, quoi. Ouais. Nous, par exemple, on aime bien, quand on est à terre, on aime aller courir, on aime aller faire du vélo, aller faire pas mal de choses à terre. Et il y a aussi ce côté qui est pas très spontané, c'est-à-dire que quand on dit OK, on va faire du vélo ou on va courir, en théorie c'est possible, mais il y a déjà toute la mise en œuvre du truc, sortir les vélos, remettre les roues, les mettre dans le dinghy sans que ça crève le dinghy, aller trouver un endroit où accrocher le dinghy qui soit sécurisé, remonter les vélos, etc. Bon, sans parler du fait qu'il fait 40 degrés et puis qu'il n'y a pas vraiment d'endroit pour faire du vélo. Pareil pour courir, mais du coup on se retrouve encore une fois un peu esclave du bateau.
Alors, on s'est globalement rendu compte qu'on fait moins de sport sur le bateau que quand on était à terre. Ouais. Alors encore une fois, il y a peut-être des gens qui vont dire non mais nous c'est pas vrai, on fait plein de trucs. On va nager et autres. Alors après c'est pareil, hein, l'eau elle est à 30-31 degrés. Aller faire 2000 mètres de natation, je vous assure que c'est pas forcément agréable. Non, alors on va faire du snorkeling, on fait un peu de plongée, etc. Mais c'est pas vraiment du sport. C'est pas vraiment du Aller sport. courir ici, c'est impensable. Et puis il y a aussi, on l'a vu quand même avec Jérôme qui a sa deuxième chambre dans la cale moteur, c'est qu'on est un peu esclave du bateau. Vous savez que j'aime bien les proverbes. Il y en a un qui dit un bateau c'est un jour un problème, mais c'est vrai. En fait, on passe quand même tout notre temps et tout notre argent à réparer, à aller chez le ship chandler, trouver des pièces qu'ils n'ont pas. Bon bah du coup, ils font pas Mercury ici. Essayer un deuxième ship chandler, racheter un truc qui coûte une blinde parce qu'il faut que ce soit de l'inox marin et c'est 2 fois ou 3 fois plus cher. Voilà, un bateau c'est une attention constante. En fait, on fait que ça. Toute notre vie ne va tourner qu'autour du bateau parce que c'est tellement exigeant en termes de temps, d'argent et d'attention que ça prend tout en fait. Ouais, par rapport à une maison, c'est sans commune mesure. Hein. C'est x10, x20 le nombre de problèmes qu'on peut avoir. Et puis une maison, s'il y a un petit problème, ça peut pas être réglé dans la seconde. Là, un bateau, s'il y a un problème, faut vraiment pas traîner parce que vous mettez votre sécurité en jeu si vous réglez pas le problème rapidement. Et si t'as pas de problème, c'est qu'il y en a un qui est en train d'attendre quelque part. Oui. Il y en a un en embuscade qui va pas tarder. Donc tout est très fragile. L'air salin aussi, ça corrode tout, l'électronique, etc. Enfin c'est compliqué là. Là on a laissé le bateau 3 mois. On avait le circuit NMEA par exemple qui ne fonctionnait plus. En fait c'était tout simple, il fallait remettre un petit peu de bombe contact pour remettre les contacts sur toutes les broches, les switches NMEA et après tout a refonctionné. Mais voilà, la moindre chose qui est laissée sans attention, sans entretien permanent, c'est quelque chose qui va tomber en panne. Ouais. Et tout ça, ça nous amène au point suivant, qui est que c'est difficile de continuer à avoir des hobbies. Alors, si votre hobby c'est la lecture, hein, c'est sûr que ça vous pourrez continuer à le faire. Hein. Moi j'ai pas mal lu quand même. En revanche, voilà, si vous avez des hobbies qui vous permettent de vous sentir mieux et d'être plus heureux, comme la peinture ou la sculpture ou du sport, c'est très difficile à mettre en place parce qu'en fait, un bateau, faut que ce soit quand même toujours assez bien rangé, sinon il y en a partout. Je faisais beaucoup de sport et finalement. Je suis un peu déçu. On va prendre les sports un par un. On aimait bien courir. On peut plus courir. On peut plus courir. On aimait bien. Moi, j'ai beaucoup nagé. C'est difficile d'aller nager quand il y a. Je viens de le dire, je l'ai déjà dit, mais quand il fait 31 degrés. J'ai pris mes planches à voile, kite et autres, mais c'est compliqué parce que souvent, finalement, le bateau, tu vas le mettre sous le vent de l'île, donc c'est pas là où il va y avoir du vent. Donc si tu veux aller naviguer, il faut aller il faut potentiellement aller de l'autre côté, donc il faut vraiment bien choisir son spot, et il y en a pas beaucoup. Faire du kite aussi tout seul, c'est un peu compliqué, donc j'ai pu faire un peu de planche, mais finalement on s'est rendu compte que c'était très faible. On pensait, moi je pensais que j'allais faire que ça, quoi. On a fait de la randonnée quand même, en laissant le bateau au port, en Martinique ou en Guadeloupe. Voilà, quand on a eu de la place de port, qu'on a pu laisser le bateau dans un endroit très sécurisé, là on a quand même pu faire des belles randonnées, on en a fait aussi aux Canaries, des belles randos. Même la plongée, on n'a pas pu... On n'a pas fait autant qu'on voulait, parce que quand vous trouvez un joli mouillage, c'est pas forcément l'endroit où il va y avoir une plongée à faire. Parce que le joli mouillage, c'est un joli banc de sable pour bien accrocher l'ancre. Voilà. Mais c'est pas là où il y a les coraux, les tombants, etc. Quoi. Faut s'éloigner un peu. Après, encore une fois, d'autres vont nous dire mais oui, c'est facile, suffit de se mettre ici, je connais tel endroit, etc. Oui, mais c'est pas partout, c'est pas simple. Là, on s'est mis dans un endroit, par exemple, qui est super pour la plongée. Bouée de plongée, sur une bouée de plongée, formidable. Voilà. Mais c'est pas la majorité des cas. Et c'est pas la majorité. Et moi, je dois dire que avec la chaîne YouTube. Moi j'ai trouvé une occupation, c'est-à-dire que tous les jours je fais un peu de dérochage, du montage, à peu près 2 heures ou 3 heures par jour je monte, voilà, j'ai un rythme comme ça, donc moi ça m'a bien occupé et ça m'a gardé une sorte de rythme de travail à la fois intellectuel et manuel, et ça a été assez important je pense pour mon équilibre d'avoir ça. Et de mon côté, breaking news, en fait, ça va être dur à entendre, mais je me suis fait un petit peu chier.
On peut le dire. Tu t'es ennuyé YouTube. Oui. Tu t'es ennuyé, tu peux dire. C'était quoi ce bruit? Je me suis effectivement, je me suis ennuyé. Il y a effectivement beaucoup de réparations, mais ça, les réparations, c'est à l'instant T, tu fais et tu fonces. Mais il y a rien de, pas de travaux de fond, quelque chose que tu peux faire régulièrement. Et moi, ma vie professionnelle, hein, c'était chef de projet. Et quand tu es chef de projet, tu dois suivre un planning, tu dois suivre beaucoup de choses en même temps. Et là, j'ai comme un vide. Il y a eu vraiment un vide assez énorme. Alors apparemment, les gens qui sont retraités, ça peut leur faire ça aussi. On se rend compte. Mais finalement, intellectuellement, il y a plus de challenge, de réfléchir sur des solutions, sur des organisations. Etc. Donc, oui, quand on est resté à quelques endroits, je me suis ennuyé. Oui, à part réparer des trucs qui cassent ou planifier des naves en fonction de la météo qui va changer 15 fois. Mais voilà, encore une fois, c'est uniquement lié au bateau. Donc, si on veut faire autre chose, c'est compliqué, quoi. Donc, quand on a été formaté toute une vie à avoir un travail challengeant et intellectuel, le fait de se retrouver un petit peu démuni de tout ça, je pense qu'il faut du temps pour s'y habituer et retrouver autre chose. Mais le bateau, c'est quand même hyper mono-sujet. Et nous, finalement, on se rend compte qu'on aime bien faire plein de choses différentes. Et ce qui est bien dans la vie, c'est d'aller au soleil et puis après d'aller faire du ski, par exemple, ou d'avoir des breaks vraiment très forts, quoi. Alors il y a un autre sujet, et encore une fois, on met des petits warnings, c'est notre ressenti, c'est le confort. Alors on a un bateau quand même très confortable, très bien aménagé, on a beaucoup de chance et on en est conscient. En revanche, vivre sur un bateau à l'année, c'est du camping. C'est du camping, c'est vivre dans un camping-car à l'année. Et autant c'est super sympa de faire du camping-car quand on est du van, la van life, c'est super quand on le fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'on va barouder, parce qu'on sait quelque part qu'on est capable de supporter certains inconforts, parce qu'on va retrouver un bon lit frais et propre, une température correcte, de la nourriture agréable, etc. Mais vivre 100% de son temps sur un bateau, c'est extrêmement fatigant. J'ai déjà dit, mais on ne dort pas bien, on est constamment dans les éléments. En fait, quand on vit sur un bateau à l'année, la moindre chose est compliquée. Et ça, on s'en est rendu compte d'autant plus quand on est retourné à terre pendant 3 mois, où tout nous a paru d'une simplicité incroyable. On ne se rend pas compte, mais quand on a envie d'acheter une baguette, on sort et on va à la boulangerie, quoi. C'est un truc de dingue. Quand on a redécouvert ça, on s'est dit, mais c'est tellement incroyable. Oui, parce que c'est vrai, la nourriture, ça reste un sujet compliqué pour faire les approvisionnements. On trouve pas tout. On a des habitudes alimentaires. Faut savoir qu'aussi en France, on mange bien quand même. Donc, on a une certaine habitude. Et puis au-delà de ça, bon aliment. Au-delà de ça, les mouillages, ils sont pas forcément à côté d'un supermarché. Donc quand vous avez besoin de faire des courses, il faut mettre le dinghy à l'eau, trouver un endroit sécurisé. Ça nous est arrivé de marcher avec les sacs à dos dans la jungle là, ou dans la pampa pour aller trouver un supermarché, revenir avec les trucs en espérant que le dinghy n'ait pas été volé entre-temps, etc. Enfin, en fait, la moindre démarche est compliquée, donc ça rajoute encore une forme de charge mentale et de fatigue, quoi. Il n'y a rien de spontané. Ouais. Et puis la période d'été est quand même très compliquée dans les Antilles parce qu'il fait quand même super chaud. Très humide. On a vraiment souffert de la chaleur, de l'humidité. La nuit, il y a des grains toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, donc on ouvre, on ferme. Donc après, c'est vrai que nous, on était partisans avant de partir. Non, mais pas de clim. Enfin, on a quand même mis une clim dans notre chambre, mais l'idée, c'était plus pour assécher le bateau. Mais finalement, aujourd'hui, la clim, on la met pour se rafraîchir et faire des grosses siestes. Mais le problème de cette clim, c'est qu'on ne peut pas la mettre toute la nuit. On n'a pas suffisamment encore de capacité de batterie. Et ça fait du bruit. Il faudra un générateur et puis ça fait quand même aussi beaucoup de bruit. Donc aujourd'hui, on serait partisan de la clim. Je pense que c'est un confort supplémentaire. Ouais. Nuit où tu dors bien, où là tu as tout fermé ta cabine, s'il pleut dehors, c'est pas grave. Tu mets quand même ton alarme de mouillage, mais au moins tu dors. Et tu abordes la journée qui vient d'une façon complètement différente quand tu as bien dormi et que tu es reposé.
Combien de fois le soir on se couche, on met un peu de clim, il fait frais, on s'endort, et puis vers minuit le vent est tombé, et il n'y a plus d'air qui passe dans la cabine, on se retrouve, l'oreiller est trempé, on dégouline. On ouvre le hublot, on se rendort et là il se met à pleuvoir, donc il nous pleut dessus, donc on referme, enfin bref. Quand on est retourné chez nous à terre, enfin chez nous, on n'a plus de chez nous, hein, dans nos familles, et ben on a pu vraiment se reposer et faire des vraies nuits. C'est important de bien dormir. Oui, c'est important parce que la fatigue, l'accumulation de fatigue, c'est compliqué. Ouais. Justement, dans les longues navigations, ça fait partie aussi de la complexité, de savoir gérer la fatigue. Moi, pendant la Transat, toutes les longues navigations, la fatigue, c'est un facteur clé. Et en fait, quand on a la responsabilité complète du bateau, il y a un stress qui est encore plus important que d'habitude. C'est-à-dire qu'on est très attentif à la météo, on est très attentif à tous les bruits, donc on dort pas bien. Et une journée, 2 jours, 3 jours, ça va, mais quand ça commence à être plus long, ça commence à peser sur le moral. Le moral et le mental. Hein. Et le mental. Et moi, je l'ai pas. Voilà, c'est un truc que j'ai pas bien vécu. Hein. J'imagine que les gens qui vont naviguer pendant des années, ils s'habituent à ça. Moi, je m'y suis pas habitué et j'ai envie de vous dire, j'ai pas vraiment envie de m'habituer à ça. Quoi. Je sais que Black Lion, ils ont dormi pendant la Transpac. Après, ça fait 10 ans qu'ils naviguent, voilà, ils savent faire. Nous, je pense qu'on sait pas. Moi, et toi non plus, on sait pas. On a une partie de notre cerveau qui est toujours en éveil parce que on est attentif au moindre bruit. Et... Ouais, alors on a beaucoup appris sur nous-mêmes. Hein. On va le dire franchement. Moi, je pensais être plus aventurier que ça. Ouais. Et finalement, je me rends compte que un petit peu de confort, c'est quand même fort agréable. Alors peut-être que c'est l'âge ou c'est l'habitude. Hein. Nous, on vivait dans une maison confortable, on était bien, donc tout mettre à la poubelle au niveau du confort pour arriver ici, c'est quelque chose de pesant. Quoi. Ouais. Alors il y a un autre sujet qui est quand même un peu le nerf de la guerre, c'est l'argent. Je pense qu'il faut le dire. Et là, tout le monde va vouloir savoir combien ça coûte. C'est comme à terre, il y a des gens à terre, ils vont vivre très correctement avec 2500 € par mois parce qu'ils habitent dans une petite maison en province où la vie coûte pas cher et qu'ils n'ont pas une façon de vivre hyper dépensière. Et il y a des gens, ils peuvent pas vivre en dessous de 5000 € par mois parce que ils ont des besoins différents, ils vivent dans une ville où ça coûte cher, ils ont une taxe foncière de malade, etc. Donc c'est super dur de dire vous allez vivre avec tant. Nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on avait sous-estimé fortement le budget qu'on allait dépenser. Parce qu'on s'était dit, on va pas forcément faire des restos, on va manger à bord, on va pas forcément louer de voitures, etc. Mais le voyage, finalement, on s'est rendu compte, c'est quoi le voyage? C'est la découverte, c'est les amis. C'est d'aller à terre, c'est d'être avec des amis, d'aller au restaurant, de louer une voiture pour visiter un endroit. Voilà, pour aller faire une rando, elle n'est pas forcément au pied du mouillage. Et puis nous, on a peur pour le bateau, donc on le met au port si on veut aller un peu plus à terre longtemps. Donc tout ça, ça a été des coûts qu'on n'avait pas prévus. Et les autres coûts qu'on n'avait pas prévus, c'est aussi le bateau était quand même en super état. On a mis un gros budget au départ de refit dessus, mais il y a toujours des petits problèmes. Et la moindre pièce coûte très cher, et elle coûte encore plus cher dans les Antilles qu'en métropole. En métropole, on peut trouver des bons deals. Ici, c'est 30% plus cher. 30% plus cher. Encore quand on est en Martinique, Guadeloupe ou Saint-Martin, ça peut aller, mais sur les autres îles, déjà si tu trouves la pièce, t'es content. Donc là, par exemple, notre chaîne était complètement bouffée. On a dû changer la chaîne et elle nous a coûté 2 fois plus cher. Ouais. Et puis les ports. Attends, je prends coucou. On fait notre vidéo. Ça tourne. Ça tourne. Donc il y a les réparations qui coûtent cher, il y a les ports quand vous y allez qui coûtent cher. Alors c'est vrai que nous les ports on s'était dit on n'en ferait pas, mais voilà il y a la météo parfois qui vous oblige à en faire, il y a les amis qui débarquent, qui arrivent, il y a ce qu'on disait les courses à faire et puis il y a parfois une envie d'être sécurisé et c'est vrai que ça nous est arrivé parfois de faire des ports ou des marinas où on s'est dit wow, ça y est, on va pouvoir laisser le bateau, aller visiter, pas se prendre la tête et tout ça a un coût assez important. Sachez qu'un catamaran, c'est environ 1,5 fois plus cher qu'un monocoque. Alors c'est vrai que si vous avez un monocoque pas très grand, les ports ou les marinas vont pas vous coûter très cher.
Un catamaran, ça commence à devenir très cher. Les réparations, c'est à peu près pareil. Un monocoque ou un cata, c'est le même type de voile, oui. C'est le même type d'accastillage. Y a pas là-dessus, je suis pas sûr qu'il y ait une énorme différence. Mais tu vois, par exemple, à Gibraltar, où on devait déjà même pas s'arrêter. On a finalement passé 3 semaines dans l'attente d'une fenêtre météo, 3 semaines dans une marina qui coûtait plus de 50 € la nuit. Faites le calcul, ça devient assez cher. Pareil. Au Cap-Vert, la marina était super chère. Nous, ça nous a coûté plus de 50 € pareil par nuit. On est resté 3 semaines. L'eau n'était pas comprise, donc en plus la moindre douche ou remplir les tanks coûtait cher. Et au Cap-Vert, on n'avait pas le choix. Il y avait pas, c'est le seul endroit où on pouvait être pour refaire une appro, pour faire des réparations. Et pour une question de sécurité aussi, parce que là il y avait énormément de vols. Il y a quelques personnes qui se sont mis au mouillage juste à côté, et il y en a, ils se sont battus à coups de rame avec des mecs qui arrivaient en nageant le couteau entre les dents. Ils se sont fait voler toute leur électronique, etc. Donc voilà. Et on a dû attendre pour faire réparer l'alternateur, pour attendre une fenêtre météo, pour réorganiser aussi un équipage pour traverser, bref. Tout ça, c'est des coûts super importants. On n'a pas parlé, bien entendu, de l'assurance du bateau. Pour un bateau comme le nôtre, c'est entre 500 et 1000 € par mois. Et ça ne fait qu'augmenter. Tant en Méditerranée qu'ici, avec les Médicaines, avec les ouragans qui sont passés, avec Beryl là, qui a cassé quand même pas mal de bateaux, ça va encore repartir à la hausse. Le gardiennage du bateau, si vous voulez retourner à terre, ou si vous voulez le mettre à sec pour faire les travaux, voilà, nous c'était à peu près 1000 € par mois pour le mettre au chantier de Spice Island. Ouais, alors ça on peut le sortir du lot parce qu'au départ on n'avait pas prévu de sortir le grand tour, ou si ce n'est juste une semaine pour refaire un carénage. À un moment donné, c'est pour ça qu'on est rentré en France. On s'est dit, il faut qu'on fasse un break pour savoir réfléchir, comment on va se trouver, est-ce qu'on va être bien de revenir à terre, etc. Donc ça, moi, je ne mettrai pas dans le budget. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au départ, nous, on avait prévu un budget environ 2500 € par mois. Et en fait, tout compris pour vivre. Donc en fait toute notre balance financière et le fait de continuer à plein temps, c'était basé là-dessus. Et en fait on est plus à 3500, voire plus que 3500 € par mois. Donc compliqué, monnaie, pas possible de continuer. Après il y en a qui s'assurent pas. Oui. On n'est pas obligé de s'assurer en bateau. Si tu t'assures pas, c'est beaucoup mieux. Tu prends pas une mutuelle, c'est beaucoup mieux. Mais là, tu perds. Quand tu perds ton bateau, tu perds tout, quoi. Quand tu es malade hors de France, c'est compliqué. Mais nous, on peut pas faire ça intellectuellement. C'est pas possible. Alors, vous avez vu, nous on est un peu ceinture et bretelle quand même. Ça, on sait pas faire. On n'est peut-être pas assez relax, on n'est pas assez cool, pas assez aventurier. On va continuer quand même sur des points positifs. Parce que ça, faut pas les mettre de côté. Nous, on a vécu une expérience extraordinaire dont on se souviendra toute notre vie. Pourquoi on l'a fait aucun regret. C'était pour les points positifs. Tout ce qu'on a connu avant, toutes nos navigations, qui étaient les navigations les plus longues qu'on a fait, c'était 3 semaines. Enfin, pas de navigation, mais d'être sur le bateau pendant 3 semaines. Il faut aussi savoir que la vie n'a rien à voir. Quand on loue un bateau. Et quand on a les clés du bateau. Je reviens encore une fois sur la responsabilité quand on vous donne les clés. Maintenant, c'est toi qui te démerdes surtout à 200%. Donc ça change pas mal les choses. Mais les choses positives, elles sont là, elles sont extraordinaires. Il y a cette émotion après une longue nave d'arriver dans un mouillage comme Christophe Colomb découvrant l'Amérique. Enfin voilà, c'est un truc absolument fabuleux à vivre. Il y a le fait d'être dans des mouillages qui sont parfois uniquement accessibles en bateau, comme les Tobago Cays, etc. Donc ça c'est ou la Graciosa, ou bref des endroits comme ça qui sont absolument fabuleux et qu'on peut découvrir que de cette manière. Puis il y a bien entendu les apéros au coucher de soleil, les dauphins qui vous accompagnent en naviguant, les baignades, voilà, donc ça c'est en fait toutes les émotions sont exponentielles en bateau. Par rapport à notre vie quotidienne, la vie est quand même assez lissée de haut, de bas. Là en bateau, on est au fond du trou parce qu'on a un problème, on ne sait pas comment on va le résoudre. Et puis 2 heures après, le problème est résolu. Et là, c'est le bonheur absolu parce qu'on est dans un mouillage fantastique. Là, hier soir, on a pris l'apéro devant le coucher de soleil, mais c'était juste fou. Et je souhaite ce moment de bonheur à tout le monde. Mais
il y a un prix et le prix à payer est quand même assez cher. Quand j'entends prix, vous m'avez compris, c'est dans tous les sens. Il y a le sujet des rencontres aussi, qui est important. Alors, nous, je suis même sûre que c'est grâce à la chaîne YouTube qu'on a fait énormément de rencontres. C'est-à-dire que quasiment tout de suite après notre départ, dans les mouillages, il y a déjà des followers qui venaient nous voir en nous disant « Hey, je vous suis », etc. Donc on a rencontré comme ça énormément de gens avec qui on est toujours en contact. Et on vous remercie. Parce que ça a été fantastique. Tous les gens qui sont venus nous voir sur le bateau. Les gens qu'on a vus à Cannes aussi. Les gens qu'on a vus à Cannes, partout, c'était... YouTube, c'était une aventure dans l'aventure. Ouais. Et ça a donné au voyage encore des émotions encore plus fortes. Parce qu'en fait, les gens sont tellement gentils. Ouais. Tellement gentil que ça nous touche énormément, profondément, quoi. On a été accompagnés par vous, par votre bienveillance, votre amour, votre gentillesse. Les gentils commentaires, les petits pouces. Ouais, donc ça nous a porté. Et moi, c'est quelque chose qui me manquera et que je regretterai parce que faire ces vidéos, voilà, c'était une façon de partager avec vous, et avec finalement une rétribution aussi par tous vos commentaires. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, vous nous avez choyés. Ouais. Merci à vous. Et pour les haters, il y en a très peu en fait. Il y en a très peu. Donc en fait, proportionnellement, on s'en fout. Ouais. On prend le commentaire, on le met à la poubelle, on ne prend même pas le temps de le lire dès qu'on a vu que c'était pas sympa. que c'était malveillant. Donc on s'en fout. Alors, il y a un petit corollaire au sujet des rencontres. C'est qu'on s'est aperçu, alors on rencontre plein de gens, on est tout le temps en train de prendre l'apéro avec des bateaux copains qu'on rencontre, alors soit grâce à YouTube, mais aussi au mouillage, ou parce que des francophones qui vont parler français dans une zone anglophone, forcément ils s'attirent comme des aimants. En revanche, on rencontre très peu, ou en tout cas on a peu de liens avec les locaux. On va pas se mentir. Bon, déjà on ressemble à des touristes, et ensuite on a une sorte de distance physique, financière, tout. On est sur un bateau qui coûte très cher. On est sur l'eau, donc on n'est pas sur terre. On se déplace un peu qu'en bande de plaisanciers. Voilà, donc ça crée... On est une bande de nomades et on reste entre bandes de nomades de bateaux. Mais on crée très peu de liens avec la population et je pense que c'est un peu illusoire de penser qu'on peut le faire parce que voilà, on arrive, on est des touristes. Il y a finalement qu'un lien qui est fait avec l'argent qu'on va leur donner contre des services, contre une visite, contre une langouste, contre un mouillage sûr, etc. Mais ça s'arrête là. Donc c'est compliqué de faire des vraies belles rencontres parce que le bateau met une distance. Et puis après, je pense que notre foi aussi a besoin de faire un break. Notre foi, là. Notre foi. Non, parce que c'est tellement sympa que finalement, on est tout le temps en train de sortir chez les uns, les autres, et c'est apéro tous les soirs, c'est hyper convivial, c'est formidable. Mais pendant un an, imaginez tous vos samedis soirs comme ça pendant un an. Mais tous les soirs. Mais tous les soirs, voilà. Tous vos samedis soirs, tous les soirs. Ouais, donc moi je dis souvent le principal danger de la navigation, c'est l'alcoolisme. Parce que ça fait 1 an et demi qu'on vit le samedi en fait. Ouais. Pour conclure, finalement, on a remarqué que parmi tous les gens qu'on rencontrait... Il y en a beaucoup qui arrêtent, et c'est quasiment ceux qui ont des idées de partir longtemps, loin. Il y en a plus de la moitié qui vont s'arrêter sur le chemin, certainement pour les raisons qu'on a évoquées. Et on n'a pas rencontré de gens, de profil type de gens qui allaient continuer. Ça peut être des gens qui sont bien comme nous, bien préparés. J'ai quand même passé un diplôme de skipper pro, yacht master offshore. Il y en a qui ont des capitaines de sang, etc., qui arrêtent. Et puis on a des gens qui continuent, qu'on n'a jamais navigué, qui partent et qui au fil du temps apprennent et puis durent plus longtemps que nous, quoi. Oui, il n'y a pas de lien entre le degré de préparation et la durée du voyage. Alors, il y a les gens qui font une année sabbatique sur 1 an. Donc là, ils ont une date de départ et une date de retour. Sur 2 ans. Monde en 2 ans. Sur 2 ans ou 3 ans. Et ça, je pense que c'est une chose qui est bien. Ouais. Parce qu'en fait, dans la vie, on a besoin de repères. Nous, on s'est retrouvés, enfin, particulièrement moi, à un moment donné, on se dit, on part, on n'a pas de date de retour. Finalement, on est un peu perdu parce qu'on n'a pas d'échéance. On se dit pas, tiens, on va faire ça ou ça.
Alors que quand on est parti sur un tour de l'Atlantique en un an, il y en a plein qui le font sur l'année sabbatique, et ben là ils ont un programme, donc ils y vont. Ou sur 3 ans, ils y vont. Là il faut aller en Polynésie, ils se posent pas la question en fait. Et finalement, il y a quand même une grande majorité de gens qu'on a rencontrés, qui sont des amis québécois ou beaucoup de retraités, ou de jeunes retraités parce qu'ils ont pu arrêter de travailler avant, qui font moitié-moitié. Et je pense qu'en fait c'est le bon ratio de faire 5-6 mois sur le bateau et le reste à terre. Ça permet de profiter du meilleur des deux mondes, de choisir sa saison aussi. Mais pour faire ça, il faut avoir les moyens financiers pour garder une maison à terre et faire gardiner son bateau pendant X mois. Et malheureusement, ça on peut pas se le permettre financièrement. Donc c'est pour ça que quand on est rentré, on a lancé des pistes professionnelles. On avait plein d'idées différentes et puis on s'est dit qu'est-ce qui va retomber en premier ou qu'est-ce qu'on va ressentir le mieux. Et ça n'a pas fait long feu en ce qui me concerne. Puisque moi je vais retourner dans le même type de travail que j'avais avant, mais dans une nouvelle entreprise. Donc je vais travailler et je suis content de retourner travailler parce que pour moi ça va être un nouveau challenge et ça va être un poste aussi un petit peu différent par rapport à ce que je faisais et dans une nouvelle région et une région que j'adore personnellement. Donc on va cocher pas mal de cases et on se rapproche aussi un peu de nos faibles. On est très content de commencer une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Donc ne soyez pas déçus pour nous, parce que là notre état d'esprit aujourd'hui, c'est qu'on a envie de vendre rapidement en grand tour pour passer à autre chose. Là on a envie d'y aller quoi. Là moi j'ai envie de commencer, j'ai envie de se projeter, de repartir, de projeter, on va peut-être acheter une maison, ou la faire construire. Enfin voilà, on a plein de projets. Géniaux. Et on est super content en fait. Donc on a été super content de vivre cette aventure et ça a été extraordinaire. Mais aujourd'hui on a envie de faire autre chose. Et on est super content de se projeter dans d'autres choses aussi. L'important c'est d'avoir des projets. Exactement. Et de les vivre. Oui, un point important. Peut-être que le problème de vivre ses rêves, c'est qu'à un moment donné, t'as plus de rêves. Non, on les a réalisés. Alors Mais il faut s'en trouver d'autres. Et voilà. Donc là on a eu une vie formidable et on continue sur de nouvelles aventures et qui sait, à la retraite, on repartira peut-être de façon différente. En tout cas, on peut que vous encourager à le faire si vous avez ce projet. Vivez vos rêves, soyez fous et puis ça durera le temps que ça durera. Voilà. Nous, on s'était pas donné de date ni dans un sens ni dans l'autre. Ça a duré plus d'1 an et demi, ce qui est bien. On va pas arrêter de naviguer, hein. On va retourner sur des bateaux. D'ailleurs, si vous recherchez un accompagnement pendant vos vacances, d'un skipper et d'un mousse de première classe, merci, de lieutenant de navire, on est dispo. Si ça vous intéresse. Encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis et de nous envoyer des commentaires aussi adorables. On va continuer les vidéos jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on vende grand tour. Et puis qui sait, peut-être qu'on en fera encore après, si on a des choses intéressantes à raconter. Ce sera peut-être pas forcément aussi intéressant. Hein. Non, c'est sûr. On a vu que nos vidéos étaient moins regardées en van ou en visite à New York. Bien que c'était vraiment formidable. Ouais. Allez. Donc on va continuer quand même jusqu'au bout à vous faire rêver. Et puis encore merci de nous avoir suivis comme ça. C'était la plus belle des aventures qu'on peut avoir dans une vie, je pense. Merci. Merci à vous tous. On vous adore. Donc la conclusion, c'est quand même de continuer, d'être fou et de le faire. Parce que c'est une expérience. Ouais. Parce que vous allez ressortir de cette expérience différent, transformé. Ouais. Nous, ça nous a transformés complètement. On n'est plus les mêmes. Mais on s'aime toujours. On s'aime encore plus. Step 3. Grow hard about what you want to be. Step 4.